Comment créer un chatbot qui va interagir avec des devices IoT? C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Café Dev. Vous le savez, ce mois-ci, je crée un objet IoT from scratch afin de pouvoir envoyer des photos à ma grand-mère directement depuis une application. Alors, pour cette vidéo, on va s'attacher à la partie chatbot, c'est-à-dire la partie qu'on va utiliser dans la famille pour pouvoir envoyer des photos et des messages sur la Nanobox. Donc, j'ai fait le choix de partir sur un chatbot plutôt qu'un type d'application pour plusieurs raisons. En quelques mots, une grande partie de l'interface utilisateur est déjà faite. Finalement, j'ai très peu d'interactions à faire pour cette application. J'ai juste besoin de sélectionner la Nanobox, d'envoyer une image, d'uploader une image et de taper un texte. Donc c'est assez facile à faire dans un chatbot. La deuxième raison, c'est que finalement, le chatbot il est de facto multiplateforme. On va le voir, je vais vous montrer comment héberger un chatbot dans une application web, mais aussi dans Facebook Messenger. Et finalement, c'est de la responsabilité, entre guillemets, de Facebook Messenger d'avoir une application sur iOS, sur iPad, sur Android. Et ça, c'est du travail que j'ai, moi, du coup, pas à développer. Voilà, donc c'est assez intéressant pour ce type d'usage de partir sur un chatbot. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est une démonstration du chatbot fini. Et ensuite, on rentrera dans les détails de comment on a réalisé ce chatbot. Alors là, je me trouve dans le portail Azure, dans une page qui me permet de tester mon chatbot. On verra tout à l'heure comment on arrive à cette page-là. Et ce que l'on peut voir, c'est que le chatbot commence déjà à me parler. À peine je suis arrivé dans le chatbot, j'ai un message en fait qui s'affiche. Et là, il me dit quel message vous voulez envoyer aujourd'hui. Donc je vais tout simplement prendre une photo, par exemple ceci. Donc là, l'upload de photos est fait, il y a plein de choses qui se passent en arrière-plan, je vais vous les montrer après. Veux-tu envoyer un petit message avec? Bah oui. Coucou mamie. Voici la vue au réveil ce matin. J'envoie mon message. Et là, vous voyez que quasiment instantanément, elle est apparue dans le simulateur que j'avais créé lors d'une précédente vidéo. Donc là, il n'y a pas le petit message encore qui s'affiche dans le simulateur. C'est la partie cliente qui reste à développer. En tout cas, le simulateur reçoit bien ce message et c'est juste une question d'affichage. Donc là, il s'est passé un certain nombre de choses assez magiques. Et donc l'idée maintenant, c'est que on rentre dans le détail, dans la technique, pour voir comment cette magie a fonctionné. Donc tout d'abord, comment on crée un chatbot avec les outils Microsoft? Eh bien en fait, c'est tout simplement en créant un projet ASP.NET MVC. Finalement, une fois que vous avez installé les templates de projet, donc ça je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous allez avoir un nouveau template de projet qui apparaît dans votre Visual Studio, où vous voyez un petit bot, EcoBot, CoreBot. Donc c'est les différents templates de projet. C'est ce que j'ai utilisé pour créer ce projet-là. Et finalement, ce projet-là, ce n'est qu'une application ASP.NET MVC. On peut voir qu'il y a un contrôleur, il y a un seul contrôleur qui s'appelle le bot controller, qui expose un endpoint API/messages et qui sera utilisé pour communiquer entre une autre partie que je vais vous montrer juste après, et le code, vraiment le cœur de votre chatbot. Et qu'est-ce que fait ce contrôleur? Il fait pas grand chose. Il le passe en fait tout simplement, il passe le message à un framework, au framework HTTP adapter. Donc c'est un composant en fait du bot framework qui va prendre la requête HTTP et qui va l'organiser. En fait, quand on crée un chatbot, il y a pas mal de complexité à réaliser une discussion. Comment on organise des discussions en séquence? Comment on réutilise certaines parties d'une conversation? Par exemple, si vous demandez une adresse et que vous faites un chatbot par exemple de vente, l'adresse, il faut demander d'abord la ville, le pays peut-être, la ville, le code postal, l'adresse, le nom, est-ce qu'il y a une information supplémentaire? Vous voyez que ça fait un enchaînement de questions que finalement on pourrait retrouver à plein d'endroits au sein du chatbot. Pour créer un compte, pour une commande,
pour demander un remboursement, pour plein d'éléments dans les fonctionnalités de votre chatbot, vous pourrez avoir à demander ce bout de conversation. Et donc il y a des moyens finalement de factoriser le code qui est derrière ces morceaux de conversation. Et puis il y a aussi tout un tas d'outils pour vous aider à parser une entrée d'un utilisateur. Vous voulez que l'utilisateur saisisse une adresse mail, vous voulez qu'il saisisse un numéro de téléphone, une date, tout ça, en fait, il y a des outils dans le bot framework, dans le bot builder framework pour être exact, qui vous permettent de faire ça. Donc si on suit un petit peu le chemin, ça c'est du code qui est déjà écrit pour vous quand vous créez le template du bot framework. En fait, ça va appeler un handler qui va lui traiter votre conversation. Et donc tout le code finalement du chatbot va être soit dans ce handler, soit dans des handlers et des dialogues que vous pouvez créer. Là, le chatbot est suffisamment simple, donc j'ai tout mis au sein du même handler, mais j'aurais pu créer plusieurs handlers si j'avais eu un bot qui était un petit peu plus important. On voit qu'on a des choses qui sont propres aussi aux applications ASP.NET MVC, donc par exemple, j'ai un certain nombre d'éléments qui me sont injectés par l'injection de dépendance. On va revenir un petit peu plus en détail sur ces différents composants. Et puis on a différentes méthodes qu'on va overrider sur cette classe pour pouvoir vraiment écrire le code de notre bot. On a onMessageActivity Async, donc ça c'est une méthode qui va appeler à chaque fois que vous recevez un message. onTurnAsync, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et puis on va commencer par onMemberSadded Async. onMemberSadded, c'est comme son nom l'indique, une méthode qui est appelée quand il y a un nouveau membre qui est ajouté à une conversation. Et donc on a une liste de membres qui sont ajoutés à la conversation. Et donc du coup je suis obligé de faire un forest dessus pour les traiter tous. Alors vous pouvez vous dire, mais là je suis dans un chatbot web ou je vais être dans Facebook Messenger, finalement c'est quoi l'intérêt de gérer ces conversations à plusieurs? Bon, on le verra tout à l'heure, mais le bot framework est capable de s'intégrer à différents systèmes de messagerie. Et on pourrait avoir un chatbot qui par exemple est dans un channel Teams, donc avec une conversation d'équipe dans Teams. Et donc là pour le coup, quand on a un chatbot qui est dans une conversation d'équipe, c'est intéressant de savoir s'il y a des membres qui sont ajoutés ou supprimés dans cette conversation d'équipe. Donc là encore une fois, c'est du code qui est écrit de base pour vous, mais même si dans ce cas-là précis on n'en a pas d'intérêt, ça peut être intéressant en fonction des channels sur lesquels vous avez publié votre bot. Ça c'est une notion importante, la notion de channel, puisqu'en fait le code du bot que vous écrivez ici, eh bien je ne vais rien changer à mon code pour qu'il fonctionne dans le testeur en web app, pour l'héberger dans mon propre site web ou pour l'héberger sur Facebook Messenger. C'est un des gros avantages en fait du bot framework, c'est qu'il vous abstrait la complexité des différentes plateformes de chat, tout en vous offrant la possibilité de customiser du code, une apparence ou un comportement si le code s'exécute pour cette plateforme, pour une plateforme de chat spécifique. On prend par exemple Facebook Messenger qui a énormément d'intégration pour pouvoir vous renvoyer vers une page, pour pouvoir faire du paiement à l'intérieur de Facebook Messenger. Eh bien, tout ça est bien évidemment accessible depuis le bot builder. Donc là en fait c'est la première étape que vous n'avez pas vue jusqu'à présent, qui est d'afficher un message de bienvenue. Donc vous avez vu ce message là, quel message voulez-vous envoyer aujourd'hui? Si je reviens sur mon chatbot, hop là, on a ici le message, quel message voulez-vous envoyer aujourd'hui? Et là ce message est envoyé parce que j'ai une nanobox qui est enregistrée dans mon profil de conversation. Alors ça c'est quelque chose d'intéressant, puisque en fait, vous avez peut-être vu dans le constructeur, j'ai deux éléments qui me sont passés, user state et conversation state. Ces deux classes-là, que vous pouvez utiliser pour conserver vos propres informations, eh bien, vous permettent finalement de conserver des données à la fois liées à l'utilisateur ou à la conversation. Donc à la conversation, par exemple, moi ce que je conserve, c'est l'URL de l'image que je vais envoyer à la nanobox. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Et dans mon profil utilisateur, je vais stocker si l'utilisateur il est authentifié, et puis s'il a une nanobox qui est enregistrée, et auquel cas je vais stocker l'ID. Et ça c'est valable cross-conversation, ça veut dire que vous allez utiliser le bot sur Facebook Messenger
aujourd'hui, et puis dans 15 jours, vous allez revenir sur ce chatbot, et bien ça sera conservé pendant tout ce temps-là. Alors, où l'information est conservée de l'user profile et de la conversation, et bien en fait c'est à vous à choisir où vous allez conserver ces données-là. Et vous avez une grande flexibilité là-dessus. Pour voir ça, je vais aller dans le startup.cs, donc qui est le startup de base qu'on a sur une application ASP.NET Core. Et en fait, vous voyez que ici, je vais en fait créer un Azure Blob Storage. Ça veut dire que je vais conserver l'état finalement de mes conversations et des préférences que j'ai stockées dans le profil utilisateur et dans le state de la conversation dans un blob storage. Alors là, le blob storage, il est très indiqué parce que j'ai très peu de trafic sur ce site web. Si j'avais beaucoup plus de trafic, eh bien, je pourrais le stocker par exemple dans Cosmos DB. Et puis si on travaille en local sur votre poste de développement, eh bien, soit vous utilisez l'Azure Blob Storage avec l'émulateur de stockage Azure, ce qui fait qu'entre deux sessions de test, vous ne recommencez pas tout à zéro et vous pouvez conserver l'état, soit vous pouvez utiliser le Memory Storage pour finalement stocker tout en mémoire. Mais du coup, si vous arrêtez 2IS et que vous le relancez, vous aurez perdu tout l'état, donc vous recommencerez le chatbot à zéro. Alors, imaginons que vous vouliez stocker ça pour X raisons dans un autre système. Eh bien, en fait, le Azure Blob Storage est une classe qui hérite de eStorage et il suffit d'implémenter eStorage pour finalement servir de backend de stockage à Azure, donc au bot builder. Donc vous pouvez tout à fait utiliser un autre type de base de données, un autre type de storage, pour peu que vous implémentez cette interface et votre propre classe. Pour donner un ordre d'idée, pour le blob storage, la classe fait 270 lignes, donc c'est pas un travail qui peut être si conséquent que ça pour venir héberger ça, mais en général, Azure Blob Storage ou Cosmos DB répond aux besoins de 99% des personnes. Donc du coup, si on revient sur mon Wacom Handler et qu'on regarde un petit peu plus ce que je fais, j'ai deux lignes qui me permettent de récupérer le user profile et de le stocker dans ma classe courante. Et puis si j'ai une box register, dans ce cas-là, j'affiche le message qu'est-ce que vous voulez envoyer aujourd'hui. Si j'ai pas de register box ID, dans ce cas-là, je vais demander à l'utilisateur de me donner un compte de Nanobox. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ici retourner sur Azure. Donc, je vous ai dit que c'était stocké dans un storage. Vous voyez ici que j'ai les différents éléments qui ont été stockés de sessions utilisateurs. Donc je vais supprimer celle du web chat. Ce qui fait que quand je vais revenir sur mon bot ici, que je vais redémarrer, eh bien je n'aurai plus les settings qui seront stockés. Vous voyez, il me dit pour commencer, vous devez connecter la Nanobox à votre compte. Alors là, j'ai choisi quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire que j'ai un petit code secret qui est NBID : le nom du device que j'avais dans l'IoT Hub et que j'ai créé précédemment. Dans mon cas, simulator, UWP simulator. Donc là, je vais rentrer ça, et il dit, ah parfait, c'est enregistré. Alors, comment on est arrivé à ce résultat-là, d'enregistrer le settings dans le profil utilisateur et de répondre à l'utilisateur? Ça se passe dans la méthode onMessageActivityAsync. Donc là, c'est une grosse méthode qui aurait probablement besoin d'être un petit peu refactorisée, et notamment d'avoir des handlers ou des dialogues pour gérer certaines parties de la conversation. Mais l'avantage de cette méthode-là, c'est que vous verrez en une seule méthode un ensemble finalement de cas d'usage. Donc, je récupère au tout début l'user state et l'user profile et la conversation data. Je vais d'abord vérifier si jamais le texte qui m'est présenté commence par NBID : qui est le petit code que vous avez vu juste avant. Alors, il y a un concept qui est que en fait on va recevoir des activités, on va pas recevoir vraiment des messages, on peut recevoir des activités de type message, mais on peut recevoir d'autres types d'activités, par exemple qu'un utilisateur a lu le message. Ça c'est les choses que vous pourriez intégrer dans votre bot. Et si l'utilisateur n'a pas lu le message sur le chatbot en 1 heure, 5 heures, 8 heures, peut-être lui envoyer un email pour qu'il continue l'action. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais simplement setter la valeur qui est après dans le register box ID. Dans un code de production, il faudrait que je vérifie
finalement que, cette box ID existe dans l'IoT Hub. Et là, j'envoie le petit message, parfait, c'est enregistré. Alors, ça c'est intéressant. Mais oui, il y a un petit code à taper, c'est pas très pratique. En termes d'UX, ce que j'aurais pu faire pour avoir quelque chose, un scénario qui est beaucoup plus abouti et beaucoup plus utilisable par tout le monde, c'est tout simplement d'afficher un QR code sur la Nanobox et de demander aux gens, non pas de simplement vous devez connecter une Nanobox à votre compte, qui est un petit peu indéterminé, mais de demander aux gens de prendre en photo la Nanobox et d'avoir du code en fait qui analyse l'image pour retrouver le QR code et pour parser cette ID là. Voilà. Donc c'est des choses qui sont assez faciles à faire. Ici je ne l'ai pas fait parce que encore une fois je vais connecter 4-5 personnes à ce chatbot, donc je pourrais tout simplement leur donner la clé à taper. Ensuite, il y a une autre partie qui est, je vais prendre une photo et puis je vais uploader cette photo pour la recevoir dans mon chatbot. Alors là, le code suivant en fait permet de faire ça. On va ici récupérer les attachments qu'il pourrait y avoir au message qu'on vient de recevoir. Et alors, les attachments ont quelque chose d'un petit peu particulier, c'est qu'ils ont un certain nombre de propriétés, et que, en fait, le contenu, vous ne le récupérerez pas directement. La personne elle pourra envoyer un PDF, par exemple, par le chatbot, et finalement, les différentes plateformes de chat vont soit venir héberger le fichier pour vous, et du coup, vous donner une URL qui sera accessible pendant quelques minutes, soit ça va être le rôle du connecteur, du channel, on va le voir juste après ce composant-là, et c'est lui finalement qui va stocker le fichier pour vous, qui va vous donner une URL. Donc on ne peut pas conserver ce fichier, puisqu'après il va être repartagé et renvoyé sur le device IoT, on ne peut pas le conserver dans sa forme originale, il va falloir qu'on le télécharge, donc c'est ce que je fais ici dans un stream, et ensuite, je pourrais recevoir une très très grosse image qui fait 3, 4, 5 mégas si c'est pris avec un smartphone récent, et finalement je vais aller l'afficher sur un écran qui fait 480 pixels par 800 pixels. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais à la volée réduire la taille de l'image, la resizer à la taille maximum de l'affichage, ce qui fait aussi que la photo elle va faire moins d'une centaine de kilobits, ce qui me va très bien puisque le forfait data que j'ai sur ce device IoT est au méga. Donc ça veut dire que finalement avec quelques centimes je peux envoyer une dizaine de photos sur ce device là, versus envoyer la photo en pleine résolution. Donc ce que je vais faire ici, c'est que j'utilise une petite librairie qui va me permettre de réduire la taille de l'image. Et je vais faire une deuxième chose, c'est que je vais l'uploader sur un blob storage. Donc un blob storage, c'est tout simplement un stockage de fichiers sur Azure. Et là, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier, on va le voir dans un instant. Et je stocke tout ça dans la conversation. D'accord. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais vérifier s'il y a du texte. Et s'il n'y a pas de texte associé à l'image, notamment Facebook fonctionne comme ça. Le channel Facebook, en fait, on peut pas envoyer. Enfin, c'est compliqué d'envoyer une photo et un texte à la fois en fonction de l'UI qu'on utilise. Et donc du coup là, ça permet à l'utilisateur de dire bah voilà, si jamais j'ai une image mais que j'ai pas de texte associé, et bien en fait, on va lui demander si on veut envoyer un petit message avec, et au prochain tour, je me ferai rappeler cette méthode-là, au prochain message que je vais recevoir. Je vais voir que j'ai pas d'attachment et que j'ai déjà une URL d'image prête à envoyer. Je vais récupérer le texte et l'envoyer. Voilà. Alors, je vais revenir juste sur les deux petites choses que je fais qui sont resizer l'image et l'uploader sur un blob Azure. Donc, resizer l'image, j'utilise pour ça une librairie qui s'appelle ImageSharp, qui a l'avantage d'être entièrement codé en code manager, en .NET Core. Donc ça veut dire que je peux l'exécuter quel que soit l'OS sur lequel j'exécute finalement ce service-là, et quel que soit le modèle de déploiement que j'ai. C'est peut-être pas la librairie la plus performante, mais encore une fois, j'ai ici pas besoin, j'ai pas des besoins de performance. Donc je vais resizer l'image en 480 par 800 et je vais l'enregistrer dans un stream, d'accord.
Ensuite, qu'est-ce que je fais de ce stream? Eh bien, je vais le passer à une méthode que j'ai fait moi-même, qui permet d'uploader dans le blob storage. Alors, cette méthode, elle fait un certain nombre de choses. Elle permet à la fois d'uploader dans un blob storage, mais d'ajouter le content type, ce qui fait que moi, avec l'URL, je vais pouvoir la télécharger simplement. Et puis, elle va créer une shared access policy, une clé SAS. Alors, la clé SAS, c'est quoi? C'est en fait une clé qui va vous permettre de donner un accès limité et temporaire à un fichier qui se trouve dans un conteneur de stockage dans le blob storage d'Azure. Le blob storage d'Azure, par défaut, il est privé. Ça veut dire qu'il faut avoir une clé d'accès, souvent du code, pour pouvoir accéder à l'image. Mais moi, ce que je veux, c'est pas envoyer une image à l'IoT Hub, puisqu'on l'a vu, la taille des messages que je peux envoyer au device est limitée. En fait, je vais lui envoyer une URL d'une image qu'il va pouvoir télécharger. Et cette URL là, je vais la limiter dans le temps. Alors ici, pour l'instant, j'ai mis une durée qui est assez grande, 24 jours. Donc ça veut dire que le device IoT a 24 jours pour venir télécharger l'image. Et au bout de ces 24 jours là, la clé ne sera plus accessible. Je conserverai toujours l'image dans le blob storage. L'image ne va pas s'effacer d'elle-même. Par contre, le device IoT n'y aura plus accès, mais normalement en 24 jours, il aura déjà téléchargé l'image. Voilà, donc ce qui me permet en fait d'avoir un accès sécurisé au device IoT. En général, on est sur des temps d'accès qui sont beaucoup plus courts. La bonne pratique finalement sur ce cas d'usage, c'est quand l'utilisateur va requêter le fichier, créer un token SAS qui est valable quelques minutes ou quelques heures pour lui permettre de télécharger le contenu, et pas justement comme c'est écrit ici 24 jours, mais là on est dans un scénario IoT. Donc il faut probablement adapter cette contrainte de sécurité avec les contraintes de production de ce service-là. Voilà. Et finalement, j'ai fait le tour presque du bot. Il me reste juste à voir une chose, c'est comment, une fois que j'ai l'image et le message, je l'envoie au device IoT. Et alors là, pareil, je me suis créé une petite méthode helper qu'on va voir ensemble. On avait déjà vu lors du précédent projet, je vais vous le remontrer ici. Je pense que c'était ici. On avait déjà vu, donc ça c'est l'émulateur Nanobox, l'émulateur du M5 Stack, et j'avais utilisé un device client, donc qui est le SDK que l'on utilise sur les devices IoT. Et je vous avais dit, il y a aussi un service client, un SDK côté serveur, et c'est justement celui-ci que j'utilise ici. En fait, j'ai juste à instancier le service client depuis une connection string, alors là qui ici est en dur, pas bien dans le code, donc ça, bonne résolution de l'année, on enlève ces chaînes de connexion qui sont comme ça ici en dur, et on les met dans des variables d'environnement ou dans des fichiers de configuration. Je vais assembler un message. Alors la particularité, vous l'avez vu, c'est que le message, en fait, on envoie des bytes, donc en fait il faut que je récupère les bytes de la chaîne de caractères, et la chaîne de caractères, elle est formatée comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, pipe l'URL de l'image, pipe le contenu du message. Et ensuite, j'ai juste à appeler service-client.sendAsync en lui donnant le nom du device IoT qui est enregistré dans l'IoT Hub. Donc ça, pour rappel, si je retourne sur mon IoT Hub, là j'ai deux devices qui sont enregistrés, donc notamment UWP-simulator, qui est le simulateur, donc c'est ça qu'il faut que je passe en paramètres, et le tableau de bytes qui correspond, enfin le message qui contient le tableau de bytes qui correspond à ce que je veux envoyer au device. Et finalement c'est tout. Voilà. Donc c'est extrêmement simple d'envoyer un message sur un device IoT. Vous avez aussi d'autres classes qui vous permettent de manipuler la registry, donc notamment de lister les devices, de faire une requête sur l'état des devices, ou d'accéder au twin du device, qui est une image, on l'a vu dans une précédente vidéo, une image de l'état d'un périphérique. Voilà. Mais pour envoyer un message, j'ai pas besoin de plus que ces différents éléments-là. Alors, mon chatbot, je peux l'exécuter en local. En termes de développement, donc j'ai écrit tout mon code, je veux tester mon code en local sans le déployer, mais je peux très bien lancer l'exécution du code. Par contre, vous allez voir, ça va m'afficher une page qui ne me permet pas de tester le chatbot, qui me dit juste que mon chatbot
est disponible, mais on a une application qui s'appelle le Bot Framework Emulator, qui est une application desktop, et qui vous permet, elle, de tester le chatbot et voire de le débugger. Alors là, c'est le cas ici. Ça, c'est une erreur qui existe parce que c'est la première fois, on est dans l'Azure Blob Storage, et c'est la première fois que j'accède à cette conversation là. Donc il essaie de lire un blob qui n'existe pas, mais vous voyez qu'il y a un try catch et c'est quelque chose qui est supporté, c'est comme ça que le code est écrit. Donc c'était juste pour vous montrer, voilà, qu'on peut exécuter du code et qu'on peut tester finalement notre chatbot directement en local. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'aller le publier sur internet. Et pour ça, vous allez devoir créer ce qu'on appelle un bot channel registration. En fait, vous l'avez vu, l'API /API/messages, c'est une API générique. C'est pas une API spécifique à Facebook ou spécifique à WeChat ou à Microsoft Teams ou à Skype, etc. Donc il faut une interface entre, d'un côté, le code de votre bot et de l'autre, le channel vers lequel les gens vont se tourner pour parler à votre chatbot. Et ça, c'est le bot channel registration qui le fait. Il n'a pas besoin de grande chose. Il a besoin d'un endpoint auquel envoyer ses messages. Donc là, finalement, le code de mon chatbot, je l'ai tout simplement déployé sur Azure Website. Azure Website, c'est un service qui vous permet, en quelques clics, de déployer et d'héberger votre site web, quasiment quel que soit votre langage, .NET, Java, Node.js, Python, PHP, Ruby, etc. Et de vous donner une URL ici pour exposer votre API. Donc ça, c'est la première chose que vous avez à faire. Vous créez le bot channel registration et ensuite vous allez avoir directement accès au chat, web chat de test, et ça sans déployer finalement sur une vraie plateforme de chat votre chatbot. Et vous allez avoir accès donc à sur cet onglet là, aux channels, où vous allez pouvoir récupérer un contrôle web chat. Donc vous voyez le code iframe à intégrer sur votre site web. Donc vous pouvez directement intégrer finalement un chatbot dans votre site web déjà existant. Ou si on revient sur Channels, on va voir le channel Facebook Messenger. Voilà. Donc Facebook Messenger, il a besoin de pas mal de choses finalement pour fonctionner. Donc ça, il y a la documentation, vous avez le lien directement ici, l'instruction pour ajouter le chatbot à Facebook Messenger, puisque vous allez devoir créer une page pour pouvoir héberger votre chatbot, et vous allez devoir créer une application Facebook, donc avec un ID et son secret, pour pouvoir avoir les droits d'accès à l'API Facebook, et donc de pouvoir intégrer votre chatbot. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà réalisées dans l'interface donc à la fois de Facebook for Developer et à la fois créer une page Nanobox. Et là, en fait, je vais pouvoir envoyer un message directement à la Nanobox. Donc là, je ne me suis jamais connecté, donc je vais lui rappeler que je me suis connecté là-dessus. Et parfait, c'est enregistré suffisamment. Donc je retrouve en fait finalement la même expérience utilisateur, que je sois dans le web chat de test ou que je sois directement dans mon Facebook Messenger. Alors on va envoyer une photo. Donc j'avais démo image, voilà, et alors j'ai déjà ça d'affiché, donc je vais envoyer une autre photo, celle-ci. Envoyer. Donc là ça prend un petit peu de temps puisque ça l'envoie sur les serveurs de Facebook, hein. Et ensuite les serveurs de Facebook vont me renvoyer le message, et puis là les images que j'ai, c'est des images haute résolution, donc elles prennent quelques mégas à envoyer, puis après elles vont être traitées par le chatbot. Et donc on voit que j'ai donc la même expérience utilisateur, et hop, ça va s'afficher sur la Nanobox. Voilà. Donc finalement, vous voyez, une fois qu'on a fait notre chatbot, l'intégrer par exemple dans Facebook,
une fois qu'on a créé la page Facebook et l'application Facebook, si vous l'avez jamais fait, ça prend un petit peu de temps de se repérer, c'est deux interfaces différentes côté Facebook, mais finalement, une fois qu'on a fait ça, c'est assez simple. Alors là, lui, elle est très simple, mais on pourrait afficher, comme je vous l'ai dit précédemment, des éléments qui sont spécifiques à Facebook, même si on développe un chatbot multi-plateforme de chat avec le bot Framework. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de commencer à créer des chatbots. Il y a bien évidemment plein d'autres choses à dire sur les chatbots. Là, je suis sur un chatbot qui est extrêmement simple. Il n'y a pas de traitement du langage, par exemple, de NLP. Mais c'est une chose auquel je réfléchis. Alors peut-être pour une mise à jour en production. Rappelez-vous, je vais afficher en fait un certain nombre de smileys pour que ma grand-mère puisse répondre. Et l'une des choses que j'aimerais faire, c'est analyser le sentiment du petit message qui accompagne la vidéo, afin de choisir les smileys les plus appropriés en fonction du sentiment. Si on envoie un message en disant que on s'est fait mal ou qu'il fait froid, etc., eh bien on pourrait avoir des smileys bonhomme de neige par exemple, ou des smileys tristes, alors que si on annonce une bonne nouvelle, bah là on devrait avoir des smileys qui sont un peu plus généreux, un peu plus festif. Voilà. Donc finalement, là je suis parti sur l'idée qui est extrêmement simple avec ce chatbot, mais il y a, vous voyez, plein de cas d'usage qui pourraient être développés. Vous trouverez dans les liens dans la commentaire de cette vidéo aussi un repository GitHub avec une quarantaine d'exemples unitaires pour découvrir et utiliser toutes les fonctions du framework, du SDK de chatbot de Microsoft. Voilà. Alors, il me reste à attendre la livraison de la nouvelle version de la Nanobox qui devrait arriver très prochainement, et il va falloir assembler cette Nanobox et puis faire une application UWP pour héberger sur cette Nanobox. Alors ça, c'est une vidéo que je ne ferai probablement pas, la création du code UWP, puisqu'en fait c'est très très proche du simulateur que j'ai développé. Si néanmoins cela vous intéresse d'avoir une vidéo qui est vraiment spécifique au développement UWP, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et je prendrai le temps avant les vacances de la tournée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon courage pour les derniers préparatifs, et puis je vous retrouve très bientôt sur Café Dev pour une dernière vidéo résumée sur la Nanobox. A bientôt.